Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. C'est donc un droit d'acheter une action. Donc, ça suppose parfois de décaisser, d'investir de son argent propre pour acheter l'action en question. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yaniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Notion. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yaniro Wiki, allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexandre, comment vas-tu ? Salut Alexis, bien et toi ? Eh ben écoute, ça va bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Le soleil revient à l'heure où on enregistre. On a eu pas mal de temps de grisaille, mais même si on n'est pas dans la même pièce, Alexandre et moi-même, on voit un peu ce que ça donne dans les vitres d'un côté et de l'autre. Et c'est pas mal. Donc, je suis assez content, je suis enjoué, t'es content de terminer la journée à tes côtés et content d'aborder un sujet qui est, je sais pas toi comment tu le définirais, on en reparlera tout à l'heure, mais pour moi ça fait partie des sujets qui sont faussement bien compris par la French Tech. C'est-à-dire, on a une compréhension où on se dit ouais, les BSPCE, je vois bien ce que c'est et tout, alors que je vois ce que c'est. Oui, mais ça a quelques petites subtilités. C'est un outil qui est pas le plus complexe, mais qui est quand même pas non plus un outil qui est, j'allais dire, anecdotique. Et donc aujourd'hui, on se fait une masterclass BSPCE pour comprendre comment ça marche, comment ça peut être utile ou comment ça peut être mal compris, et aussi qu'est-ce qu'on va faire en 2023, quels sont les recos qu'on peut faire pour les DRH et founders de startups pour la bonne utilisation de cet outil, et qui d'autre que Alexandre de Equify pour en parler, et je ne vais pas te faire l'injure de raconter ta boîte à ta place parce que tu le feras mieux que moi avec les meilleurs termes et pas uniquement autour des BSPCE, parce que je crois qu'on parle d'actionnariat salarié. Donc Alexandre, merci d'être venu et puis je te laisse te présenter. Un grand merci Alexis, vraiment ravi de passer ce moment avec toi sur ce podcast du Human Factor. Ouais, en effet, les BSPCE, c'est un sujet qu'on connaît bien chez Equify. J'ai découvert, moi, dans ma première carrière. J'ai commencé en tant qu'avocat fiscaliste pendant pratiquement 15 ans. Et je travaillais sur tout ce qui était management package, c'est-à-dire tous ces dispositifs qui sont mis en place dans les boîtes pour créer un alignement d'intérêts entre le management, les fondateurs de la boîte et leurs investisseurs. Et depuis un peu plus de 4 ans, j'ai fait un virage dans ma carrière. J'ai lancé une solution qui s'appelle Equify, qui est une solution de gestion actionnariale, qui traite notamment de ce sujet de l'actionnariat salarié et qui est un outil qui permet de l'optimiser de façon efficace et de créer une interface engageante pour les salariés. Et on est aujourd'hui une des solutions les plus utilisées par les sociétés de la French Tech. On a un peu plus de la moitié du Next 40 comme clients. Des boîtes comme Doctolib, Blablacar, Payfit, Backmarket utilisent Equify pour justement bien gérer leur BSPCE et permettre à leurs salariés de mieux les appréhender. Parce que comme tu l'as très bien dit, c'est un peu un faux ami dans le sens où d'apparence ça paraît assez simple, mais comme souvent dans ce genre de sujets, le diable se cache dans les détails. Et beaucoup d'incompréhensions ont eu lieu ces derniers mois, dernières années, avec pas mal d'actualités qu'il y a eu sur le sujet, du fait, de la montée en puissance de la French Tech, de la valorisation des sociétés et de la tension que ça a posé aujourd'hui sur ce dispositif qui est avant tout pensé pour être un dispositif de partage de la valeur. Le problème, c'est quand et comment. Voilà un peu ce qu'on va pouvoir peut-être deep dive ensemble. Et effectivement, vous l'avez compris, pourquoi est-ce que on parle de cet épisode maintenant, pour 2 raisons. Déjà parce que moi ça fait très longtemps que j'ai envie de faire un épisode sur les BSPCE et on attendait de trouver la bonne personne, et je pense que personne n'arrive à la cheville de ce qu'a fait Equify, pour être tout à fait honnête, sur ce sujet en termes de pédagogie, parce qu'on en a beaucoup parlé. Il y a l'outil puis il y a la pédagogie qui va avec, et c'est une des raisons d'être d'Equify, et d'autre part parce qu'effectivement c'est un sujet qui fait un peu de bruit en ce moment, et comme d'habitude entre à gauche, où on peut dire, à gauche pas politiquement, mais où on peut dire c'est l'engin du démon, ou de l'autre côté les BSPCE c'est le Graal, évidemment c'est ni l'un ni l'autre, c'est un outil qui peut servir à des objets précis, et c'est ce qu'on va regarder en détail maintenant. Disclaimer, je vais jouer le naïf dans cet épisode pour déjà laisser Alexandre expliquer avec beaucoup plus de pédagogie que je ne le ferai tous les tenants et les aboutissants des BSPCE, et je vais faire de mon mieux pour poser toutes les questions que vous vous posez peut-être au moment où vous écoutez cet épisode. On est parti ? Commençons par le commencement.
BSPCE, ça veut dire quoi? Bon, ça à la limite, c'est peut-être anecdotique, mais surtout, c'est quoi et comment ça fonctionne précisément? Fais-moi confiance pour être l'enfant de 5 ans qui te demande d'expliciter certains termes, donc on peut le faire par étapes. Alors, pour dire les choses très simplement, un BSPCE, pour bon de souscription de part de créateur d'entreprise, c'est un droit attribué personnellement à un salarié, lui permettant d'acheter le titre de la société dans laquelle il travaille à un prix et à des conditions de temporalité déterminées. Et donc, ce n'est pas, parce que déjà, premier point qu'il faut clarifier, c'est que ce n'est pas une action. C'est donc un droit d'acheter une action. Donc, ça suppose parfois donc de décaisser, d'investir de son argent propre pour acheter l'action en question. À la différence d'autres dispositifs comme les actions gratuites, où, in fine, sous réserve de que les conditions soient remplies, le bénéficiaire reçoit une action sans avoir à décaisser un seul centime. Les BSPCE sont l'équivalent, sont plus connus, j'allais dire, dans le monde global sous le nom de stock options. Le dispositif générique, c'est les stock options, les options de souscription, dont on entendait également parler, mais dans l'environnement plus des sociétés cotées, dans lequel les salariés ou les dirigeants, souvent on parlait des packages des dirigeants avec leur montant assez phénoménal, qui recevaient ces options et pouvaient ainsi acheter des actions et les revendre sur le marché. Tout l'intérêt de l'opération étant que le prix d'achat est plus faible que le prix de revente, ce qui permet à son titulaire de réaliser une plus-value lors de la revente. Les BSPCE, c'est la même chose, c'est toujours, comme je disais, ce droit d'acheter à un prix déterminé, et tout l'intérêt de la chose, c'est de dire, ok, je t'attribue aujourd'hui des BSPCE qui te permettent d'acheter à un prix déterminé aujourd'hui, et tu auras intérêt à le faire dans la mesure où le jour ou plus tard, grâce au travail collectif de chacun, la valeur de chaque part de la société va augmenter. Et ainsi, on va tous pouvoir être exposés à cette montée en valeur de la société et réaliser chacun une plus-value sur les titres achetés grâce à nos BSPCE qui vont être achetés au prix qu'on aura déterminé lors de l'attribution du BSPCE. Très clair. Donc, je propose qu'on prenne un exemple réel pour ancrer ces éléments de base. Je te propose de le faire avec mon langage, j'allais dire naturel, et les éventuelles maladresses que tu corrigeras, mais pour qu'on voit ce que ça veut dire. Admettons, je suis salarié de Back Market, que tu as cité, qui bosse avec Equify, et qui donc... Comment ? Très très jolie boîte, hein, Back Market, Alban, si tu nous écoutes. Donc je sais qu'il y a vraiment beaucoup de choses très très bien qui sont faites. Alban, si tu nous écoutes, tu n'es pas passé dans le podcast de Human Factor, tu es la bienvenue. Donc je suis salarié et il s'avère que dans le package auquel j'ai le droit, j'ai des BSPCE. Est-ce que ce que ça veut dire concrètement, c'est que dans l'equity de Back Market, il y a un pool d'equity qui est dédié aux salariés, qui est plus ou moins grand, je sais pas, 5, 10, 15%, j'en sais rien, et que dans ce pool, moi, il y a un certain nombre de titres, d'actions, que je peux acheter, donc c'est une option effectivement d'achat, à un prix qui a été déterminé en avance. Donc alors c'est là où je te poserai des questions détaillées sur c'est quoi ce prix, est-ce que c'est la valo actuelle au moment où je rentre dans la boîte, est-ce que c'est un autre prix, est-ce que c'est un prix qui est la valo au moment où on a créé les BSPCE, enfin bref, mais j'imagine que c'est quelque chose comme ça. Et ce qui fait que au moment où par exemple, je sais pas, moi, Back Market fait une opération de sortie, donc soit un exit, soit une introduction en bourse, bah comme les founders qui ont des actions, pour le coup, eux, ils les ont. Moi, je peux exercer mon droit d'acheter les actions, sauf que je les achète au prix qu'on avait fixé à l'époque, et donc, je vais mécaniquement faire une plus-value. Est-ce que c'est juste ou est-ce que je me suis trompé quelque part ? Non, tu le résumes bien. Peut-être je préciserai que... Donc, en effet, on parle de pool. Cette notion de pool, c'est faut voir ça comme une poche convenue entre tous les détenteurs d'actions, donc les fondateurs, les investisseurs, qui décident de intéresser au capital les salariés en utilisant ce dispositif de BSPCE. Donc, s'ils détiennent 100% du capital, ils acceptent de faire en sorte que ces salariés soient intéressés et récupèrent une partie de ce capital. Donc, ils n'auront plus 100% sur ce qu'on appelle une base diluée, c'est-à-dire en projetant que tous les BSPCE deviennent des actions. Et alors, ces salariés rentreront au capital, un instant de raison potentiellement si c'est lors d'un exit, comme tu disais, un événement dans lequel les actions de Back Market vont pouvoir être vendues, ou donc soit à travers une opération M&A où il y a un corporate qui rachèterait Back Market par exemple, ou son introduction en bourse, qui sont souvent les principaux deux situations d'exit que l'on connaît. Et dans cette situation-là d'exit, en effet, les titulaires de BSPCE pourraient alors
exercer ces derniers à un prix convenu au moment où ils les ont reçus et qui, on l'espère, sera un prix plus bas que la valeur de l'action au jour de l'opération d'exit. J'ai reçu des BSPCE à un moment où les actions, et on va peut-être rentrer un peu plus dans les détails après, valaient 100 € par action. Et le jour où on vend back market, chaque action vaut 200. Bah, ce que je fais, c'est que j'exerce mes BSPCE, je verse 100 et je revends immédiatement mes actions pour 200, réalisant ainsi par là une plus-value de 100. Tout à fait. Et on viendra après sur là où ça crée des incompréhensions, des quiproquos, mais on l'a souligné à ce stade-là avant de rentrer dans plus de détails. Oui, il faut verser 100. On achète une action. C'est un prix, alors 100, 10, 5, ça après peu importe. Mais quand on dit, et là tu m'arrêtes si je me trompe aussi, quand on dit j'ai 10K euros de BSPCE, est-ce que en réalité, ça veut dire j'ai le droit d'acheter pour 10 000 € d'actions au prix fixé et il s'avère que si ces 10K font 20K, 30K, 50K au moment de l'exit, c'est très cool, mais ça capte ce que j'ai le droit d'acheter, c'est ça? Alors c'est une super question Alexis parce que dans la pratique on voit qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes par rapport à ça. On voit beaucoup de gens essayer de monétiser, de parler en valeur monétaire des BSPCE. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est malheureusement il n'y a pas de solution unique, d'interprétation unique, mais clairement l'idée c'est que quand tu dis à quelqu'un qu'il a 10 000 € de BSPCE, ce qu'il faut, c'est comme s'il avait la possibilité d'investir sans risque aujourd'hui 10 000 € dans la société, qu'il n'aura pas à verser, et que si ces 10 000 € investis dans la société gagnent en valeur, parce que la société gagne en valeur, il va réaliser un multiple sur ces 10 000 €. Si la société augmente la valeur de ses actions par 4, mais il va faire 4 fois sur ces 10 000 €. Il va donc faire 30 000 € de plus-value, moins les taxes. Exactement. Avec 10 000 € de plus-value, parce que c'est comme s'il avait investi 10 000, les 10 000 vont valoir 40, il aura ainsi réalisé une plus-value de 30 000. Mais l'avantage de ces dispositifs, c'est qu'il aurait été ainsi exposé à ce qu'on appelle un upside, une plus-value potentielle, sans prendre le risque de devoir l'investir. Si parce que tu n'as pas acheté les actions. Exactement. Si un actionnaire voulait être dans la même situation, il devrait acheter les actions à 10 000 et ensuite espérer pouvoir les rendre plus tard. Là où parfois les choses sont incomprises, c'est que en cas de départ du salarié, où là en effet, souvent la plupart des plans, et c'est peut-être un point que tu voulais qu'on voit, c'est qu'il y a une durée d'exercice qui va être réduite dans la plupart des plans d'attribution en cas de départ du salarié, où ce dernier a une tranche de temps pendant lesquelles il peut exercer la suite de son départ, mais au-delà de cette période, il perd son droit au BSPCE. Oui, tout à fait. Alors, ça me permet de faire la transition parce que je vais rentrer, je vais y aller tout doux pour notamment, je pense à celles et ceux qui ont moins d'habitude de vocabulaire financier ou d'engins financiers. Prenons, si tu le veux bien, avant de parler effectivement de là où effectivement il peut y avoir débat, les différentes variables que compose un contrat de BSPCE. Moi, je te fais un peu ce que j'ai compris à ce stade. Pour moi, dans un contrat de BSPCE, il va y avoir le volume total d'actions qui sont donc soumises au BSPCE. Donc, je peux acheter tant d'actions. Enfin, j'ai une option plutôt, d'actions, d'achat de tant d'actions. J'imagine qu'il y a la valorisation, ou en tout cas le prix de l'action qui est fixé au démarrage et qui est donc, j'imagine, connecté à la valo de la startup d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où je serais très intéressé de savoir ce qui se fait. Et il y a effectivement d'autres clauses, dont une qui est très importante, qui, dans le jargon, pareil, tu m'arrêteras si c'est un terme différent dans les BSPCE, est une clause de vesting qui, globalement, chorégraphie dans quelles conditions on peut revendre ces BSPCE, ou plutôt, excuse-moi, encore une fois, le même abus de langage que tout le monde. Tu peux exercer ton droit au BSPCE et donc acheter des actions puis les revendre pour une plus-value. Parce que effectivement, comme dans la plupart des contrats, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut et le vesting est un terme un peu générique qui stipule la période pendant laquelle on est soit bloqué, soit, alors je pense que c'est un autre terme que vesting, mais à partir de laquelle on ne peut plus exercer ces BSPCE. Donc est-ce que tu peux nous donner un peu les différentes variables qui composent un contrat classique de BSPCE? Avec plaisir. Tu as à peu près tout couvert. Le premier, en effet, c'est la quantité. C'est combien de BSPCE reçoit la personne et combien ces BSPCE te permettent d'acheter en nombre d'actions. La plupart du temps, un BSPCE te permet d'obtenir une action. Dans certains cas,
parce qu'il peut y avoir des opérations sur le capital de la société qui amènent à certains ajustements. Tu peux te retrouver avec un BSPCE qui donne droit à plus qu'une action, ou plus exactement, ou à l'inverse, plusieurs BSPCE doivent être exercés pour obtenir une action. Mais le principe, c'est un BSPCE te donne droit à une action, mais si c'est pas le cas, il faut en effet raisonner sur le nombre d'actions que permet d'avoir ton package de BSPCE qu'on souhaite t'attribuer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à quel prix par action. Depuis un peu plus d'une décennie, il y avait une pratique de marché qui était liée à la rédaction des textes fiscaux en la matière, qui semblait imposer, même s'il y avait toujours eu un peu de débat, que le prix d'exercice de ces BSPCE soit établi sur la base de la valeur de l'action sur laquelle porte le BSPCE. Et cette valeur était notamment influencée par la valeur utilisée lors d'un tour de financement, tour dans lequel des investisseurs ont investi de l'argent dans une société et ont reçu un certain nombre d'actions pour chaque euro investi. Donc, il y a une valeur de l'action qui est établie et on utilise cette valeur-là pour déterminer le prix d'exercice, car attribuer un prix d'exercice plus bas serait, selon certains fiscalistes, considéré comme un avantage et ferait perdre le bénéfice du dispositif fiscal qu'est le BSPCE. Alors, vas-y, je te laisse terminer, du coup, tu as raison, si ça a évolué. Alors, ça a un peu justement évolué parce que, le droit, il y a eu des modifications dans le Code général des impôts français qui est venu, on va dire, éclairer un peu le sujet, parce que financièrement, il y avait un vrai problème. Pourquoi ? Parce que les actions souscrites par les investisseurs ont certains droits spécifiques, des droits économiques, des droits politiques spécifiques qui leur donnent un contrôle spécifique sur la société, auxquels les autres actionnaires qui ont des actions ordinaires n'ont pas droit. Et donc, économiquement, si on devait valoriser chacune de ces types d'actions, on parle souvent d'actions de préférence pour les investisseurs, d'actions ordinaires pour les salariés, du fait de la différence de droit, on peut légitimement considérer qu'elles n'ont pas la même valeur. On utilise le terme de décote, mais en réalité, c'est plutôt un écart de valeur, les deux étant appréciés à ce qu'on appelle leur valeur de marché, leur fair market value, l'un étant plus élevé que la seconde, parce qu'elle a justement des droits politiques et économiques supérieurs. Pour des raisons qu'on ne va pas détailler ici, il y avait les avocats de la place avaient un peu de mal à considérer on pouvait utiliser cette approche-là, mais il faut savoir que dans d'autres pays, anglo-saxons en particulier, États-Unis, Angleterre, l'analyse économique de chaque type d'action, les actions ordinaires sur lesquelles portent les BSPCE ou l'équivalent local, stock option, et les droits de préférence, les actions de préférence détenues par les investisseurs, on considérait des écarts de valorisation de pratiquement 80-90%. C'est-à-dire que si un investisseur avait acheté 100 € son action, l'option attribuée au salarié lui permettait lui d'acheter l'action à 10 €. Ce qui déjà, dès le départ, permet au salarié d'avoir un upside, une exposition à une plus-value potentielle déjà intéressante. Parce que déjà, il sait que s'il a un moment d'intérêt à exercer et qu'il a les possibilités de le faire, il pourra réaliser potentiellement une plus-value plus importante que si son prix d'exercice avait été établi au prix auquel a souscrit l'investisseur. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment, depuis quelques mois, du fait du nouveau contexte économique, le nouveau contexte de valorisation des startups, un nouvel intérêt des opérateurs au sein des sociétés, que ce soit fondateurs, directeurs financiers, directeurs des ressources humaines, qui voient là une façon de rendre plus sexy leur plan de BSPCE, parce que justement, ils vont aller chercher à l'optimiser au maximum pour la salariée, parce qu'il faut savoir que ça n'a aucun coût. Genre un BSPCE avec une décote ou un BSPCE sans décote, le terme décote n'est pas totalement approprié, mais au moins il fait passer le message. Pour le salarié, c'était que du plus. Et éventuellement un peu de moins pour les investisseurs, parce que le jour où il y a un exit, les prix payés par les salariés vont être moins importants. Mais globalement, ça atteint bien l'objectif d'alignement d'intérêt en mettant un levier d'intéressement encore plus important pour les talents de la boîte. Et c'est bien ça l'objectif initial quand même des BSPCE, créer un levier d'engagement pour les équipes. Ok. Donc avant qu'on passe à la prochaine variable, parce que c'est un gros morceau aussi, le vesting. Ouais. Et encore une fois qu'on a compris les fondamentaux, je pense qu'on comprendra beaucoup mieux les incompréhensions. Malheureusement, qui sont pas entre les lignes, quoi. Moi, j'ai une question sur ça, sur le prix. Je n'avais pas connaissance de cette décote qui me semble assez logique, parce que effectivement, c'est, on va dire, des
des actions d'un fonds qui entre en série C n'ont pas les mêmes clauses que les BSPCE, donc même si on peut les acheter. Donc évidemment, qu'il y ait un équilibrage qui soit fait, je ne savais pas que c'était possible, mais ça me semble logique, entre guillemets, en tout cas, pas déconnant, on va dire ça comme ça. Question hyper bateau. On va rester sur back market. Si je dis pas de bêtises, back market, dernière valo en date, c'était 5,1 milliards. Si vous n'êtes pas familier avec ce que ça veut dire, je vais faire un truc que tu vas peut-être détester, Alexandre, mais ça veut dire que globalement, toutes les personnes impliquées dans le capital se sont à peu près mis d'accord sur le fait que si on prend 5 milliards et qu'on le divise par le nombre d'actions de back market, ça donne un prix par action. Quand on est introduit en bourse, c'est les marchés financiers qui fixent le prix. Le prix de la valeur d'Amazon ou du Bitcoin, c'est parce qu'il y a de la vente et de l'achat. Quand on est sur des titres privés, donc tout ce qui est avant l'introduction en bourse, on est un peu obligé de se mettre d'accord. Jusqu'ici, on est à peu près d'accord, j'imagine ? Un peu plus compliqué que ça ? Oui, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, c'est là où, si tu veux, le terme de licorne, je trouve, a un peu ses limites. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, on est en train de bouger un peu le point de focus sur les centaures, les gens qui ont vraiment des business qui marchent. Parce que c'est vrai que, tu sais, je sais plus, il y a pas mal de gens qui s'amusent avec l'exercice c'est assez facile de créer une licorne. Il suffit que je vende une action de ma boîte très cher à quelqu'un qui est prêt à me l'acheter juste pour le fun, et je multiplie ce prix par le nombre d'actions de mon capital et j'en fais une licorne. En fait, le problème de la méthode que tu décris, où en effet des investisseurs ont accepté de payer un prix par action qui, multiplié par le nombre total d'actions, fait que la société est valorisée plus d'1 milliard. Ce prix n'a pas été déterminé par une règle efficiente d'offre et de demande. Tu vois, si tu vas sur la bourse, tu as pas mal d'opérateurs de marché qui ont de l'information, information qui est même traitée par des analystes qui publient on appelle des position papers, en tout cas ils fournissent de l'information actionnable pour des investisseurs pour prendre des décisions d'investissement de façon éclairée, et souvent cette information-là, elle repose sur des obligations d'information et de communication de la société. Il n'y a pas de marché efficient sans information. Et grâce à ça, il y a un marché sur lequel plein d'opérateurs qui ont des stratégies d'investissement qui ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des hedge funds, des high frequency trading funds. Il y a plein de types d'investisseurs, le petit retraité qui boursicote, des gros opérateurs de fonds de retraite. Bon, il y a vraiment plein de types de marchés avec des politiques d'investissement, des stratégies différentes. Et tous ces gens passent des ordres d'achat et des ordres de vente. Et ça permet de créer un matching de prix. Oui, un consensus de marché, quelque part. Un consensus de marché, si tu veux. Et là, c'est une mécanique efficace de détermination du prix. Dans le non-coté, comme en venture, par exemple, on est dans des relations uniquement bilatérales. Il y a une discussion entre A et B et qui se mettent d'accord sur un prix. Le A peut potentiellement discuter avec d'autres personnes, mais les deux n'ont pas été mis en concurrence sur une place de marché unique. Genre, tout n'a pas été établi sur la même base. Donc, ce prix, il est spot. Il est unique à un contexte particulier. Et donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il a été établi non pas sur la base genre de droits unitaires, où tout le monde a les mêmes droits, mais uniquement sur la base de droits préférentiels auxquels a souscrit l'investisseur. Il faut savoir qu'en série D, ou même série A, série A, série B, série C, les investisseurs, quand ils acceptent de payer une boîte à tel valo, ils ont certains droits spécifiques, notamment des droits de protection économique, qui leur permet de, au cas où la société soit fait un tour de financement à un prix plus bas, soit est même revendue à un prix plus bas que la valo qu'ils ont retenue lors de l'augmentation de capital, ils vont avoir le droit de tirer les premiers sur le prix. Le prix ne va pas être réparti de façon équitable entre tous les titulaires au regard de leur prorata en termes d'actions, mais ils vont avoir un droit de préférence, on appelle ça un droit de liquidation préférentielle, pour en premier lieu se rembourser, on va dire sous micro-réserve, mais ils vont se rembourser avant tout le prix qu'ils ont payé, avant que les autres actionnaires commencent à recevoir 1 centime. Et donc, rien que ça, si tu veux, ça fausse l'idée de dire qu'en fait, c'est l'action, il est cohérent de faire cette projection de la valo sur la base du prix par action payé par ces investisseurs. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Quand on parle de licorne, c'est beaucoup à prendre avec des pincettes. T'as tout à fait raison. Et là encore, moi j'adore parce qu'on est en train de paver la discussion d'après sur justement où est-ce que ça peut poser problème. Si tu m'autorises à le résumer, et encore une fois, si c'est inexact, même si évidemment je vulgarise, tu me le diras, c'est que
quand on achète une action qui est une action qui est sur une place de marché, vous achetez du Amazon, du Airbus, j'en sais rien, c'est soumis aux règles des marchés financiers, l'offre, la demande, et donc même s'il y a énormément de débats là-dessus, on peut considérer qu'il y a un prix qui est juste par défaut. Ou au sens où on évite les délits d'initiés, tout ça. Enfin, on va pas rentrer. Tout ça, il y a un cadre de protection. Exactement. Voilà. En gros, si Alexandre et moi achetons une action Amazon, théoriquement, on est logé à la même enseigne. Exactement. En principe, il y a un principe d'égalité d'information. Tout le monde a accès à la même information. La société ne peut pas faire ce qu'on appelle de l'inside trading. Les gens au sein de la société qui ont des informations privilégiées n'ont pas le droit de faire des opérations de marché. Il y a des fenêtres négatives sur lesquelles, quand on est président de Renault, on ne peut pas acheter des actions X jours avant, X jours après l'annonce des résultats. Parce qu'ils ont une information privilégiée qui leur permet de faire des actions. C'est le rôle de notre commissaire des opérations de bourse, de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui s'assure qu'il n'y ait pas d'opérations faites en ce sens, et il y a souvent des gens qui sont pris avec la main dans le pot de miel là-dessus, parce que bien évidemment la tentation est grande, mais on n'a pas la même chose dans le long côté, dans le venture en startup en particulier. Et alors là, c'est là où je préviens d'avance, hein, je vais prendre des chemins de traverse, mais c'est pour rendre ça clair. Quand on parle des titres de startup, il y a deux complexités effectivement qui s'ajoutent et qui sont, je pense, plus ou moins invisible pour des personnes qui ne sont pas habituées à mettre les mains dans le cambouis, j'allais dire. La première, elle est assez facile à comprendre, c'est que là où le prix de l'action Airbus, c'est des tonnes de transactions au quotidien qui fixent le prix de l'action Airbus, et quelque part, on est sous l'AMF et tout ce qu'on vient de se dire. Déjà, il y a une première différence qui est que si je fais un truc qui va peut-être pareil te faire blanchir tous les cheveux, vu qu'on n'est pas sur des marchés publics, quelque part, on est presque plus proche alors bon, j'espère que je vais pas trop dire de bêtises avec ça, mais sur de la spéculation comme sur le marché de l'art, qui lui aussi est réglementé pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui fait que telle sculpture de Giacometti vaut 20 millions? Avant toute chose, parce que quelqu'un veut bien l'acheter 20 millions et que quelqu'un veut bien la revendre. Alors au milieu de tout ça, il y a tout un tas de trucs qui se passent, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que vu qu'on n'est pas sur des marchés financiers, il y a quelque chose autour du prix de l'action d'une start-up qui dépend, entre guillemets, de, comme tu disais, l'accord bilatéral entre peu de parties. Et effectivement, on rentrera dans les détails peut-être plus tard, quelque chose qui est, à mon avis, invisible pour beaucoup de monde, c'est ces fameuses clauses préférentielles qui font que, pour le dire de manière très concrète, moi je connais des founders qui ont fait des exits à plusieurs dizaines de millions et qui ont touché pas un copec. Et ça veut pas dire ou très très peu. Ça veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'action. Ça veut dire qu'il y a des clauses last in, first out et autres que moi je maîtrise très peu parce que je ne suis pas VC, qui font que effectivement la répartition de création de valeur dans un exit n'est pas linéaire et n'est pas aussi simple que de faire une règle de 3 parmi toutes les personnes. C'est ce qui fait aussi que on peut malheureusement se retrouver avec des BSPCE qu'on ne peut pas exercer parce que quelque part la valeur a été répartie autrement. Exactement. Alors, pour mettre des chiffres par rapport au principe que tu décris, si on a un founder qui fait un tour où il lève 2 millions sur une valo de 10, tu vois, truc classique, à une époque, en tout cas, maintenant c'est encore plus élevé les tours de seed, et que la boîte ne tourne pas si bien que ça, il va par exemple se faire acheter 4, et sur les 4, il y en a déjà 2. Alors 4 normalement, donc s'il a levé sur une base de 10, on va dire post-money, les investisseurs ont récupéré 20%, 2 millions sur 10. Ils auraient dû récupérer 20% de 4. Là, ce dispositif de protection, qu'on appelle liquidation préférentielle, permet aux investisseurs de récupérer leurs 2 avant que 1 centime, il y a une petite protection mais vraiment mineure, donc on va la négliger là pour l'exemple, sur les 4, 2 vont être directement versés aux investisseurs du dernier tour. Ils vont récupérer leurs billes. Et après, les 2 restants vont être distribués entre les autres membres de la cap table qui vont se distribuer au prorata. Et donc, tu vois, si tu avais 3 founders, ils pensaient que leur boîte valait 10 millions, en cas d'espèce, ils vont se répartir les 2 millions restants et éventuellement avec les salariés intéressés au capital. Mais donc, en effet, c'est pas la règle du prorata qui s'applique. Tout à fait. Donc ça, on l'a bien compris. Donc ma question, un bon chemin de traverse, mais c'est une question qui était pour le coup très simple, c'est est-ce qu'on revalorise le prix fixé par les BSPCE à chaque nouveau tour de table ?
Alors, très bon point. Je rejoins back market pré-seed et toi tu rejoins back market post-série B. On a les mêmes BSPCE ou pas? Alors, c'est un des points un peu dommages avec les BSPCE, c'est qu'il y a des effets de seuil en fonction du moment où on arrive dans la boîte. À la différence du coté, où tous les jours il y a des cotations, il y a une cotation le matin et une cotation le soir, dans les sociétés non cotées, il y a des événements significatifs qui viennent donner un éclairage sur la valorisation. La cotation, il n'y a pas de cotation continue. Donc, quand on arrive dans une boîte niveau seed, on bénéficie de sa valeur. Et donc, en un sens, plus la société grandira, plus moi, je ferai une plus-value. Mais vu que je suis arrivé au niveau seed, j'aurai des BSPCE qui reflèteront la valeur des actions ordinaires à ce moment-là. Donc, plutôt basse. Si je viens rejoindre une boîte au niveau de la série B, et donc de facto, logiquement, la société a gagné en valorisation lors de ses tours de financement. Mes BSPCE vont avoir un prix d'exercice reflétant la valeur de la société au moment où je les rejoins, et ce qui peut parfois créer des gros effets de seuil, parce que si tu viens, par exemple, tu rejoins la boîte 2 mois avant l'annonce de son tour série B, mais qu'elle t'attribue les BSPCE à la fin de ta période d'essai, et ben dans ce cas-là, ton droit est créé après, à un moment où la valeur de la boîte est infectée par la valeur qui a émergé de l'analyse qui a été faite lors de la série B. Si tu les reçois lors de ton arrivée directe, bah dans ce cas, tu peux bénéficier de la valeur pré-série B. Et c'est intéressant parce que c'est un des points qui a été relevé dans l'étude 2023 qu'on a sortie cette année sur les best practices dans l'actionnariat salarié. De plus en plus de boîtes n'attendent plus la fin de la période d'essai pour attribuer directement leur BSPCE, parce que d'un point de vue pratique, en réalité, ils se sont rendus compte que ça n'avait pas vraiment de coût de le faire tout de suite, parce que de toutes les façons, on le traitera dans le point d'après, le vesting, il y a cette période d'acquisition d'un an pendant laquelle le salarié n'acquiert aucun droit. Ce qui fait que s'il part avant la fin de la période d'essai, il ne sera pas en situation d'exercer ses BSPCE. Yes, très très clair. Donc on reprend. Dans mon contrat, j'ai le nombre d'actions que je pourrais acheter le cas échéant, donc auquel j'ai droit. J'ai un prix qui est fixé sur une formule qui dépend de la valo et du moment où je suis rentré, évidemment. Et on a bien vu qu'il y a des codes, comme on les appelait, qui peuvent s'appliquer. Et donc maintenant, on va parler du vesting. Terme barbare que tu vas décrire, enfin terme précis plutôt, que tu vas décrire. Qu'est-ce que c'est que ces clauses de vesting ? Alors, le vesting, en français, on parlerait de calendrier d'acquisition. C'est un calendrier qui est pensé pour refléter l'objectif initial du BSPCE, à savoir un mécanisme d'intéressement et de fidélisation. L'idée, c'est d'inciter le salarié à rester dans la boîte, à contribuer avec toute son énergie et son talent, et participer à la construction de la valeur collective. Et donc, le calendrier d'acquisition prévoit que par rapport à son attribution, il va acquérir les droits d'exercer ses BSPCE au fil du temps. Alors, le plus souvent, c'est des calendriers d'acquisition basés sur le temps. Il peut y avoir des calendriers d'acquisition basés sur certains objectifs opérationnels, l'achievement, l'atteinte de certains résultats précis, que ce soit personnel aux salariés ou au niveau de la boîte. Mais le cas le plus général qu'on voit, c'est clairement un calendrier basé sur le temps. Et il y a une pratique de marché, et c'est assez intéressant de savoir l'origine, mais qui est qu'on a des calendriers basés sur 4 ans, une période d'1 an pendant laquelle le salarié n'acquiert pas de droit. On appelle ça le cliff, parce qu'au terme de ces 1 an, il commence à acquérir 25% directement. Donc c'est pour ça que ça fait, si on projette ça sur un graphique, ça fait comme une falaise. Et après, soit tous les mois, soit tous les trimestres, soit tous les semestres, soit tous les ans, il acquiert l'équivalent de 25% par an pour, in fine, au bout de 4 ans, avoir acquis tous ses BSPCE et donc, en théorie, avoir la possibilité d'exercer, soit à tout moment, soit à des dates déterminées en fonction de ce que prévoit le plan, cette quantité dite acquise. Et c'est ça qui est clé. C'est pour ça qu'on parle de calendrier d'acquisition, de vesting en anglais. C'est les conditions de temps qui permettent au salarié de considérer qu'il a acquis ses BSPCE, mais, et on en reviendra peut-être juste après, toujours acquis sous réserve qu'il reste dans la boîte et que potentiellement d'autres conditions. Mais en tout cas, minima qui reste encore dans la boîte un certain temps pour faire en sorte que ce droit acquis reste dans la durée.
Alors, tout petit point là-dessus, si vous n'êtes pas familière avec la logique de vesting, peut-être que ça vous semble un peu étonnant, notamment si vous êtes salarié, si vous écoutez, en vous disant attendez, on parle de droit d'exercer des actions qui en plus sont bloquées pendant un temps et machin. Deux choses. Oui, tu l'as redit, et on sort un peu des instruments financiers 2 minutes pour rentrer dans la logique d'incentive. Le BSPCE, c'est pas un cadeau, c'est pas un bonus, c'est pas un 13e mois, c'est une mécanique qui vise à permettre aux salariés les plus engagés et qui croient le plus dans la boîte à vivre une expérience qui se rapproche quelque part de celle des fondateurs, à savoir de croire en le projet et d'en toucher les bénéfices si jamais ça va, j'allais dire, au bout. Donc ce que ça veut dire, c'est que de la même manière que si je suis founder et que j'en ai marre de Yaniro et que je laisse mes actions pourrir, il va pas leur arriver grand-chose et je voudrais me dire, attends, mais j'ai bossé toutes ces années pour rien, c'est le jeu Ma Pauvre Lucette, hein, et puis Alexandre tout pareil, hein, avec sa boîte. Oui, évidemment, quand on est employé et qu'on, entre guillemets, on décide de faire autre chose, c'est OK, bien sûr, mais quelque part, on n'est plus dans le même bateau. Variante de la même chose, pourquoi est-ce qu'on attend un petit moment avant d'ouvrir cette acquisition ? Pour éviter, j'imagine, des effets pervers du type je rejoins une boîte à un moment clé et puis je fais un jackpot parce que je récupère tous mes BSPCE et puis je vais de boîte en boîte au moment où on lève des fonds, où on fait des exits. Je pense que ça demande un peu de boulot de faire ça, mais dans tous les cas, c'est pas possible par les conditions. Et du cash, ouais. C'est surtout le cash, en fait, le problème. Parce qu'aux États-Unis, ça se rencontre beaucoup plus qu'en France. Ce genre de truc-là, de passer de boîte en boîte ? Alors, exactement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les salariés, notamment du fait de la décote dont ils bénéficient, très souvent, ils exercent en cas de départ et s'exposent. Et il y a même des raisons fiscales. Hein. C'est-à-dire que, une fois que tu pars, le plus souvent, il est prévu que tu as une condition d'exercice de durée de tes BSPCE. Tu as une durée maximum avant que ces BSPCE deviennent caducs, c'est-à-dire qu'ils expirent, que tu en perds le bénéfice. Et il y a une pratique de marché assez généralisée qui est de prévoir une période de 90 jours, voire parfois 30 jours, qui est souvent un peu mal expliquée aux salariés lors de l'attribution, et qui peut être soit oubliée, soit redécouverte lors du départ. Et c'est là où le BSPCE devient un peu, on va dire, change de nature, dans la mesure où le salarié se retrouve en situation de devoir exercer dans une situation où il n'a pas forcément toutes les informations sur la condition de la boîte, sa situation, et surtout, quand est-ce qu'il pourra les vendre. Et chaque société aujourd'hui, et c'est surtout une des recommandations qu'on peut leur faire, c'est vraiment, dès la politique d'attribution, c'est appréhender cette situation. Comment est-ce qu'on va gérer ces départs et quelle perspective de liquidité on va offrir à des salariés. Il y a des salariés avec lesquels on n'a pas de sujet, ils ont contribué efficacement, ils partent pour des bonnes raisons, on est toujours contents, ils nous ont amené de A à B, mais eux ils sont très bons pour les boîtes en seed, les grosses boîtes à 200-300 personnes, c'est pas leur truc, mais ils ont contribué positivement à la boîte. Et donc il n'y a pas un souhait de les sanctionner, et donc eux, on peut avoir intérêt à les garder au capital et ils exerceraient parce qu'ils adorent la boîte, ils veulent rester liés à cette boîte, et ils sont prêts à faire cet investissement parce qu'ils croient dans la boîte, mais il y a une vraie prise de risque de leur part. Et souvent, il y a quand même des dispositions qui sont mises dans ce qu'on appelle un pacte, qui permet de régir un peu les relations entre les salariés, titulaires de BSPCE ou actionnaires, et les autres investisseurs, de façon à garder une harmonie actionnariale au sein de la boîte, pour pas qu'il y ait de dissonance et de personnes qui aient accès au capital et accès aux informations que ça implique, et qui ne soient pas alignées en intérêt, en vision, en objectif avec la boîte. Et c'est pour ça qu'il y a souvent ces dispositifs de contrôle qui disent ok, salarié, toi tu t'en vas, on ne sait plus où tu vas aller, et donc on te met en situation de devoir exercer. C'est pas forcé, hein. Genre il y a des boîtes qui évoluent sur le sujet, qui ont tenté d'autres approches. Ces 90 jours en soi, c'est pas une obligation légale, c'est pas une obligation fiscale. C'est souvent répliqué par beaucoup de boîtes parce qu'on leur dit que c'est une pratique de marché, que ça permet de refresh ces BSPCE. Quelqu'un qui s'en va, on va pouvoir réattribuer en un sens ces BSPCE à d'autres personnes, aux futurs talents pour les faire venir. Ça permet de garder plus d'upside potentiel pour les nouveaux salariés qui vont continuer à construire, parce que au moment où part la personne, la boîte a certes de la valeur,
mais c'est une valeur qui n'a pas été encore concrétisée, n'a pas pu être matérialisée au travers d'une vente. Très souvent, elle n'est pas encore profitable. Il y a encore plein d'aléas et de risques sur la viabilité du projet, qui certes a déjà démontré beaucoup de choses, mais qui reste encore très exposé à un grand nombre de risques sur d'autres. Et donc, c'est là où très souvent, il y a l'équation de valorisation et de liquidité qui doit se poser à ce moment-là, doit être en un sens anticipée dès le départ. C'est-à-dire, en fonction du risque de l'offre de liquidité qui sera proposée dans ces moments de départ des salariés, est-ce qu'on va leur proposer de leur racheter? Est-ce qu'on va rien leur proposer? Est-ce que du fait d'une décote, en fait, le montant investi ne sera pas très important? Tout ça doit être analysé et pris en compte quand on va décider quel package on va offrir aux gens. Parce que c'est clairement une composante importante de la valorisation du package. Deux BSPCE ne se valent pas s'ils n'ont pas ces mêmes... si l'un peut être exercé pendant 90 jours au risque d'être perdu derrière, et l'autre qui peut être exercé jusqu'à la période de, souvent on voit 10 ans, après le départ du salarié. Et on voit vraiment aujourd'hui beaucoup de pratiques qu'on a listées dans notre étude, là, qui est assez intéressante. On a vu notamment des boîtes... alors nous, c'est ce qu'on fait, une personne qui irait de 3 ans à 3 ans pour exercer à la suite de son départ. L'idée, c'est de garder une dynamique d'incentive à ce que les gens qui restent le plus longtemps aient le dispositif le plus sympa, mais néanmoins quand même caper la chose. Ou d'autres boîtes comme Alan qui n'ont pas mis de limite, même si je crois qu'il y a des garde-fous, où chaque titulaire a 7 ans pour exercer à la suite de son départ. Donc ce qu'il a acquis, il l'a vraiment acquis, mais jusqu'aux 7 ans. Même si je crois qu'il n'a pas forcément la possibilité d'exercer tout le temps, mais en tout cas, il ne perd pas ses droits en cas de départ. D'autres boîtes qui disent, si tu pars dans les 2 ans, tu as 30 jours pour exercer ou voire rien. Par contre, si tu dépasses 2 ans, tu as 4 ans pour exercer en cas de départ. Il y a des effets comme ça d'accélérateur. Voilà. Ça, c'est une composante vraiment clé. Et classiquement, en analyse financière, si on devait faire du Black & Scholes, du Monte Carlo, c'est des modèles d'analyse financière pour valoriser des options. C'est clairement des composantes clés qui vont survaloriser ou dévaloriser une option en fonction que ses droits d'exercice sont plus ou moins conditionnés et plus ou moins favorables. Mais ça, c'est clairement une composante qui doit être bien comprise, anticipée et bien insérée dans cette équation globale qui est le plan de BSPCE, prix, quantité, vesting, perspective de liquidité en un sens, pour bien valoriser le package. Oui, alors, et ça on le comprend très bien quand on se met dans la peau d'un salarié. C'est pas du tout la même chose, j'allais dire philosophiquement, un contrat que vous signez qui dit si vous amenez de la valeur à Back Market, à Alan pendant 3-4 ans, vous aurez toujours l'opportunité d'acheter les actions Alan au prix qu'on s'était dit pendant 2 ans, 4 ans, 7 ans, 10 ans, enfin Alan, Back Market, on s'est compris, versus quelque chose qui dit alors non, nous l'idée qu'on a c'est plutôt t'es là de A à Z et donc quelque part t'as 90 jours histoire qu'on puisse pas te la faire tout à fait à l'envers, c'est-à-dire à te mettre à la porte puis à revendre 5 jours après, histoire d'empêcher que tu aies accès à cette liquidité, mais tu pars quoi, et quelque part on te promet rien de plus que ça. Historiquement, cette histoire de 90 jours, on a essayé de comprendre un peu l'origine, qui est vraiment le gros standard de marché. Il faut gérer un plan qui prévoit 90 jours. Si un salarié voit une offre dans laquelle le plan prévoit 90 jours d'exercice, il peut se dire que c'est une boîte qui est particulièrement difficile. C'est peut-être une boîte qui n'a pas investi énormément de temps dans la sophistication de son plan, mais peut-être que c'est largement compensé par les quantités des packages, par d'autres dispositions. Mais en tous les cas, on a cherché l'origine de ces 90 jours. Il y a un dispositif fiscal américain qui avait été appliqué à l'époque des stock options qui étaient à la base cotées, qui a été répliqué dans le non coté et qui n'avait pas posé problème à l'époque parce que finalement, il y avait déjà une dispositif de décote, 2, les perspectives de liquidité quand les stock options start-up sont devenues mainstream dans les années 90, le time to IPO, comme on dit, le temps qu'une société mettait à rejoindre l'IPO, était souvent inférieur à 7-8 ans. Ce qui est clairement changé aujourd'hui, on voit que nos licornes ont pour la plupart plus de 10 ans et n'ont pas encore décidé quand est-ce qu'elles allaient faire l'IPO. Aujourd'hui, les licornes qui ont fait l'IPO, on les compte sur les doigts de la main en France. Et donc, ce qui fait que ce time to IPO est beaucoup plus long. Et donc, ainsi, la perspective de liquidité d'un salarié qui était là dans les premières années est assez incertaine, en tout cas difficile à juger, à mesurer. D'où la difficulté de prendre cette décision d'investissement quand on n'a que 90 jours pour en apprécier l'opportunité. Yes.
Et on va passer au dernier élément. Alors, je sais que c'est grosse intro. Là, c'est plus qu'une intro, mais ça va nous permettre d'aborder assez vite les sujets, les sujets concrets, quoi, d'arbitrage. Les opportunités de liquidité. Globalement, un sujet pareil qui est mal compris, qui fait débat, et on comprend parce que c'est un certain niveau, sinon de complexité, on va dire, c'est très financier. C'est la question de la liquidité. Donc on reprend. Moi, j'ai signé mon contrat chez Back Market. J'ai le droit d'acheter X actions de Back Market au tarif Y. Et si je pars, ça se passera de telle ou telle manière. J'ai 90 jours, j'ai 2 ans, j'ai 4 ans, peu importe. Ok. Ça, petit rappel, c'est juste mon droit d'acheter des actions. Donc, si j'achète des actions sans trop me préoccuper de la revente, j'imagine que en fait j'ai quasiment un rôle de business angel, sauf que en plus je sais même pas si on va me laisser faire ça c'est encore un autre sujet. Mais globalement, on va surtout s'intéresser à la revente de ces actions parce que c'est un peu ça le principe général autour des BSPCE. C'est d'espérer que si Back Market est revendu ou que si Back Market fait plein d'argent, les founders aussi, les actionnaires aussi, les employés aussi. Très cool. C'est quoi, de manière exhaustive, les options de liquidité pour, j'allais dire pour un employé, en fait, pour tout le monde, mais on va prendre les BSPCE. Je vais te dire tout celles auxquelles je pense, et tu me diras s'il y en a d'autres. Et on va voir justement à quel point c'est, entre guillemets, probable, pas probable, long, pas long. Mais pour moi, j'ai en tête dont je suis sûr, les introductions en bourse. C'est-à-dire à partir du moment où la boîte est introduite en bourse, les actions sont libérées, rejoignent les marchés financiers, de la même manière qu'on peut acheter du Criteo, là vous pourrez revendre du Back Market si Back Market est introduit en bourse. Disclaimer, comme tu le disais, c'est un truc qu'on fait pas beaucoup en France. En tout cas, jusqu'alors, on l'a très 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 peu fait. Je sais pas, j'ai Criteo en tête, mais j'en ai pas d'autres qui ont... Oui, Deezer, oui, tout à fait, tu as raison. Qui se sont introduits en bourse. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup. On pourrait faire tout un épisode sur pourquoi c'est le cas, mais ça serait sur le podcast d'Alexandre, j'imagine, potentiellement. Deuxième cas de figure qui arrive plus souvent en France, les rachats. Je me revends à un industriel, je me revends à Orange ou à quoi que ce soit d'autre. Et donc, Orange a acheté la boîte X. Ok, très clair. Ça arrive beaucoup plus souvent. Donc c'est de la fusion-acquisition, et c'est du M&A, etc. Et donc forcément, quand on rachète Orange, quand Orange rachète la boîte, Orange rachète toute la boîte et donc toutes les actions, et donc les actions sont vendues et tous ceux qui les possèdent, machin, je vous ferai pas le dessin. Il y a deux cas de figure. C'est pas si simple. C'est pas si simple en plus. Je vais évoquer le truc. Tu me diras. Et il y a deux autres cas de figure qui me viennent sur lesquels je ne suis absolument pas au clair. Et donc là, je joue avec grand plaisir mon rôle de naïf et je serais très content que tu m'expliques comment ça marche et s'il y a d'autres cas de figure. Il y a le cas de figure de nouveau tour de table. Typiquement, est-ce que si Back Market passe de série D à série E, je ne sais pas où ils en sont, mais on va dire que c'est ça, est-ce que la série E, c'est possible que certains des nouveaux entrants rachètent des actions qui existent déjà au prix de la valo actuelle, et est-ce que moi, salarié, je peux faire partie de ce pool-là? Donc en gros, certes, la boîte n'est pas sortie, mais moi, j'ai un petit tour de la même manière que certains founders ont des petits cash-out en cours de route, ok? Dernier cas de figure, les solutions qui existent alors je ne sais pas si on appelle ça du second marché, du over the counter, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais dans lesquelles des particuliers, donc moi Alexis qui ne suis pas salarié de Back Market, où je peux théoriquement acheter, et c'est là où je mets des guillemets de partout, quelque chose à un salarié de Back Market, et c'est là où je dis quelque chose parce que quand j'achète quelque chose, je ne sais pas si j'achète les actions, si j'achète les BSPCE, si j'achète encore autre chose. Voilà, moi j'ai tout ça en tête. Mais en tout cas, côté salarié, je peux valoriser mes BSPCE. Let's go Alexandre, c'est toi l'expert. Merci, je crois que tu as à peu près tout couvert. Je rajouterai un 5e événement. Donc comme tu disais, IPO. La boîte se met en bourse, tout son capital se retrouve coté sur une place de marché, Euronext, London Stock Exchange ou Deutsche Börse, ou Nasdaq ou Wall Street. Et alors, les actionnaires ont alors la possibilité de faire un ordre de vente pour vendre leurs actions sur le marché. Très souvent, lors de l'IPO, il faut savoir que y a une fenêtre pendant laquelle les titulaires d'actions n'ont pas le droit de vendre une partie de toute ou partie de leurs actions, de façon à pas créer une vague de vente et à provoquer la chute du cours de la société. C'est généralement 3 ou 6 mois, en fonction de ce qui est prévu. Mais voilà, in fine, après cette période,
chaque titulaire de stock option peut exercer ses options ou ses BSPCE, devenir actionnaire et mettre directement en vente ses actions sur le marché au prix de cotation du marché. Les autres opérations, qui en effet sont les plus communes, en tout cas d'exit, c'est les fameux rachats, quand une startup se fait racheter par ce qu'on appelle souvent un corporate, un concurrent, une startup plus grosse étrangère. Qu'est-ce qu'on a eu comme opération un peu... Alors, c'est souvent un peu mal vu en France, qu'on a l'impression qu'on perd nos champions qui sont bouffés avant d'arriver à une taille critique ou une taille de domination de leur position. Mais Amazon, Google ont acheté plein de boîtes françaises, voilà. Et c'est vrai que dans ces moments-là, le capital de la boîte a vocation à passer intégralement entre les mains du corporate, de la société qui rachète, et les salariés ont ainsi l'opportunité d'exercer leur BSPCE et de vendre les actions issues de cet exercice. La chose qu'il faut savoir par rapport à ces événements, c'est que l'intérêt du corporate, c'est d'acheter la boîte. Mais qu'est-ce que c'est la boîte aujourd'hui dans une startup? C'est des talents. C'est un ensemble de personnes qui ont travaillé dur pour créer une innovation, une rupture technologique, et qui constituent la richesse de la boîte. C'est ces talents qui constituent la richesse. Alors, il y a peut-être un brevet ou quoi, mais très souvent, c'est les talents qui en interne. Et si, suite à cette opération de rachat, les salariés n'ont plus le même incentive parce qu'ils se retrouvent un peu à avoir passé la ligne d'arrivée. Le corporate peut légitimement s'attendre à ce qu'il y ait potentiellement une baisse de motivation au sein des équipes, une baisse d'engagement. Et face à ça, on voit apparaître des clauses qui prévoient que, en cas de rachat, les salariés peuvent se faire, accélérer leur vesting, donc le fameux calendrier d'acquisition dont on parlait. Donc, si jamais ils n'avaient pas tout acquis dans leurs options au jour de l'acquisition, finalement, le fait qu'il y ait cette offre de rachat va provoquer l'accélération de leur acquisition. Mais cette accélération peut être conditionnée à ce que les salariés en question soient amenés à quitter le groupe, l'ensemble, post-opération, dans une certaine période. Généralement, c'est 12 mois. Parce que l'idée, c'est de ne pas sanctionner quelqu'un qui se retrouvait à partir parce qu'on lui a pas trouvé un poste équivalent, parce qu'il y avait déjà quelqu'un au poste pour lequel il avait les compétences, ou ce genre de choses. Mais l'idée, c'est de trouver un juste équilibre entre dire, OK, les gars, ça y est, on a créé cette valeur, on l'a vraiment matérialisée, externalisée, et le fait que si la personne achète cette valeur, c'est qu'elle veut qu'elle continue un peu. Et donc voilà, c'est toujours un point d'équilibre, et on appelle ça des clauses de simple ou double trigger, à savoir quel impact l'opération de rachat va avoir sur le vesting et le droit d'exercer des salariés. Le troisième événement, c'est en effet les tours de financement. Une boîte fait une série B, une série qui constate que la boîte a atteint certains milestones opérationnels, milestones de résultats, milestones d'acquisition de marché, milestones d'innovation technologique, et les investisseurs vont rentrer à ce moment-là, et l'idée, c'est quand même de permettre aux salariés qui ont permis cet accomplissement de monétiser une partie de cette valeur créée qu'on a vocation à partager grâce au dispositif. Et donc, dans ce cas-là, il peut être prévu qu'une partie du new money, le new money proposé par les investisseurs, serve non pas à financer la boîte, mais à racheter les actions issues d'exercices de BSPCE que les salariés vont devoir ainsi pouvoir exercer avec cette garantie d'en vendre une partie. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que c'est de la new money qui vient financer l'engagement. Parce que si les BSPCE constituent un peu une promesse de partage de valeur, comme toutes les promesses, il y a toujours un peu des moments de témoigner qu'elle peut se concrétiser. Et là, ces tours de financement qui viennent concrétiser sont des milestones qui viennent acter le fait que la boîte a quand même passé certains caps. C'est important de démontrer que cette promesse de valeur peut se concrétiser à ces moments, au moins pour partie. Et donc, c'est le moment où voilà, c'est intéressant de faire un peu de secondaire pour les salariés. Et on le voit de plus en plus. On le voyait plus exactement. Maintenant, les conditions de marché font que les sociétés, parfois, ne sont pas en situation de le faire. Les investisseurs acceptent de rentrer. Ils sont très durs parce qu'aujourd'hui, les perspectives de revente, de plus-value ne sont pas les mêmes. Et donc, il ne faut pas juger le fait qu'une société n'a pas pu mettre en place du secondaire à un tel tour de financement et qu'une autre a pu le faire en disant que le management et les investisseurs d'un côté, c'est des méchants et de l'autre, c'est des gentils. C'est bien plus compliqué que ça. Ouais. Voilà, il y a des conditions de financement. Mais c'est vrai que certains fondateurs en font un peu
un point vraiment clé de leur culture. J'ai en tête Pascal, CEO de Ledger, qui voulait vraiment mettre en place ce secondaire et qui l'a fait avec un certain brio. Et tous les salariés de Ledger qui avaient des BSPCE ont pu bénéficier de secondaire. Et d'ailleurs, il a mis d'autres choses en place derrière, avec, on y viendra, la 5e option, les places de marché. Tu avais évoqué un 4e cas les équivalents over the counter ou ouais, c'est ce que je classais par les places de marché. Alors, les places de marché, ils répondent à un vrai problème aujourd'hui qui est que beaucoup de startups n'ont pas bien anticipé cette absence de liquidité. Et peut-être ont, dans certains cas, surcommuniqué sur le fait que les BSPCE étaient une vraie valeur quasi garantie pour leurs titulaires, et pas bien explicité que, en cas de départ, le salarié n'avait pas forcément une plus-value à l'arrivée. Il fallait avant tout qu'il investisse, il voulait pas perdre ses droits. Et donc, on s'est retrouvé à ce que beaucoup de salariés, parce que notamment les BSPCE, c'est un document que vous signez un jour qui se ferme dans votre boîte mail et qui n'est pas vraiment valorisé. Parfois, les sociétés ne communiquent pas assez sur l'intérêt des BSPCE, sur comment leur valeur évolue au final par rapport à la valeur de la société et tout ça. Ce qui fait qu'une fois que c'est attribué, il n'y a pas d'animation autour du sujet, il peut vite perdre de son intérêt et ce qui fait qu'il y a beaucoup de salariés qui, quand ils partent, oublient complètement leur BSPCE. Alors, c'est de moins en moins le cas, mais historiquement, c'était souvent un peu la marotte. On parlait plus de tickets resto que de BSPCE. Mais maintenant, en fait, de plus en plus, il y a quand même une montée en maturité de l'ensemble des équipes dans l'écosystème French Tech. Et les gens se posent la question de qu'est-ce qu'ils vont faire de leur BSPCE. Et il y a donc des places de marché qui ont proposé de faire la mise en relation entre des gens qui voient dans les journaux des belles startups, qu'on parle de licorne, qui valorisent des milliards et autres, et qui disent tiens, moi, j'aimerais bien investir dedans parce que je suis persuadé que cette boîte va cartonner. Et de l'autre, des salariés qui se disent attends, moi je suis prêt à investir, mais je peux pas m'exposer longtemps, donc j'aimerais bien vendre les actions issues de BSPCE. Et en principe, ce que prévoit la plupart des pactes auxquels adhèrent les titulaires de BSPCE, c'est que il y a un droit de préférence. Quand on veut vendre ces actions issues de BSPCE, le collège d'actionnaires fait en sorte qu'au début, on se les échange entre nous, on se les vend entre nous. Et donc, il y a un droit de préemption, ce qu'on appelle un droit de préemption. Et donc, dans les cas où la boîte est vraiment dans un contexte très favorable, parce que c'est un contexte interne à la boîte, parce qu'elle cartonne, ou un contexte externe où les conditions de financement sont parfaites, quand un salarié veut vendre, on trouve un investisseur qui est ravi de racheter les titres et de se surexposer, souvent à un prix qui est déterminé par rapport au prix du dernier tour ou par une certaine formule. Mais dans certains cas, c'est pas aussi simple. Et les investisseurs n'ont pas forcément le souhait d'augmenter leur investissement dans la boîte parce qu'ils ont l'exposition qu'ils souhaitent et ils ne souhaitent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, on va dire. Donc les salariés se retrouvent à avoir personne au sein du collège d'actionnaires qui veut racheter leurs actions. Et donc, ils peuvent aller se tourner vers des places de marché pour proposer ces actions ou à la communauté qui suit ces places de marché qui proposent ces opportunités. Et dans ce cas-là, dans certains cas, il y a un dispositif d'enchères qui permet aux gens de déterminer à quel prix ils veulent acheter les actions. Et voilà. Donc, les salariés, comme ça, vendent leurs actions sur certaines de ces plateformes. Mais personnellement, je trouve que c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire que clairement, on a vu que les BSPCE, aujourd'hui, dans certains cas, avaient été mal expliqués et avaient créé vraiment des déceptions aux certains salariés qui ont découvert qu'ils devaient investir au moment de partir et qui donc en un sens se sont retrouvés un peu trahis, alors que quand on sait ce que c'est la vie en start-up, il y a tellement de sujets que il faut vraiment je ne veux pas exclure que certains fondateurs soient un peu malins, mais la plupart font pas ça pour truander leurs salariés, leurs équipes. Ils sont vraiment là pour créer une aventure collective. Et peut-être il y a eu une mauvaise communication, peut-être les gens n'étaient pas concentrés au moment où ça a été expliqué. Il peut y avoir plein de raisons. Mais en tout état de cause, le fait est que, et désolé, je suis un peu long, mais ce sujet est quand même un sujet qui m'attriste un peu parce que ces places de marché, l'intérêt des BSPCE, c'est de garder une collégialité. C'est un dispositif collectif pour aligner les intérêts d'une communauté, investisseurs, entrepreneurs, fondateurs, et l'ensemble des salariés ensemble. Le problème de ces places de marché, c'est que ça favorise les initiatives individuelles. Et donc, un salarié va essayer de vendre ses actions sur une place de marché. À un moment donné,
Et il va pas obtenir le même prix qu'un autre salarié qui va le faire 2 mois après que par exemple il y a une société, il y a un article dans les Échos qui va dire tiens, telle société envisage de réduire sa masse salariale de 20%. Et donc ça désaligne la communauté d'intérêt. Donc ça, je suis pas hyper fan. Et deux, en plus, les décisions d'investissement faites côté communauté d'investisseurs, les gens qui viennent opérer sur ces places de marché, malheureusement la nature humaine est faite de telle façon que y a plein de gens qui veulent spéculer, qui se laissent un peu amadouer par les nouvelles dans la presse et se disent que toutes ces licornes sont des boîtes qui cartonnent et autres, mais ils ont accès à aucune information. Il n'y a aucune obligation d'information précise de la part de la société. Quand ils décident d'acheter, ils le font parfois surinfluencés par un contexte, le buzz autour des startups, de la French Tech et autres. Et surtout, ils n'ont pas la garantie de revendre derrière. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir revendre. Et donc souvent, c'est un peu négligé. Et comme tu le disais aussi, les actions qu'ils vont obtenir, c'est des actions qui vont pas être les actions des mêmes investisseurs, alors que potentiellement, ils vont les acheter à un prix supérieur au prix des investisseurs sans avoir les mêmes droits. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles je suis assez, on va dire, précautionneux par rapport à ces places de marché, mais qui, pour leur décharge, constituent un mal nécessaire dans pas mal de cas, encore aujourd'hui. Voilà. C'est une option de liquidité supplémentaire quand la société, finalement, n'est pas en situation de sponsoriser un événement de liquidité, que ce soit autour d'un tour de financement, ou le dernier événement que je voulais évoquer, et ça permettra de passer sur ce 5e, c'est gérer une bourse interne. Il y a plein de boîtes qui le font, qui génèrent des bourses internes, et c'est rien de propre à la French Tech, hein, c'est vraiment des dispositifs qui existent depuis des dizaines d'années. Et ce qui est très sain, c'est que c'est la société qui sponsorise l'événement. C'est-à-dire que c'est la société qui va arrêter les compteurs et elle va dire, OK, voilà, je fais un état des lieux de la situation de la boîte. Je communique à mon collège d'actionnaires et je leur dis, voilà l'état de la boîte, voilà qui veut vendre, voilà qui veut acheter. Voilà, discutons, trouvons un prix. Moi, je vous propose ce prix parce qu'il y a tel élément. Et voilà que chacun se prononce sur qui veut acheter, qui veut vendre. Et donc, c'est des bourses internes qui existent. Moi, j'en ai vu sur des sociétés, notamment les sociétés de collectivités agricoles, depuis les années 60. Et c'est quelque chose qui marche super bien. Moi, je suis assez fan de la chose, mais ça suppose quand même que la société soit à un niveau de maturité de son business qui lui permettent de ne pas être complètement être du capital risque. C'est-à-dire qu'on est prêt à s'acheter parce qu'on a des informations concrètes sur. Mais au moins, il y a un côté où on arrête les compteurs. Il y a une information qui est partagée sur la base de ce que la société est capable d'établir, et des décisions d'investissement peuvent être faites sur une base, j'allais dire, saine, et pas juste des articles de presse ou tout ce qui est de la communication publique. Et ça, je suis assez fan. Il y a une boîte qui le fait très bien dans la French Tech, qui s'appelle Lucas. Et je salue Gilles Sadget, son président, qui est un homme ultra inspirant, et j'ai eu la chance de recevoir sur notre podcast Equity Stories, et qui a mis ça en place à plusieurs moments de la vie de sa boîte, et qui est aujourd'hui un collège de salariés actionnaires qui sont ultra engagés, ultra motivés, et c'est un très bel exemple d'actionnaire salarié réussi. Canon. Bah écoute, Gilles, on en reparlera peut-être, mais tu es le bienvenu, tout pareil. Et on l'avait pas forcément anticipé comme ça, mais je vais utiliser cette information pour faire la transition. Là, ça fait à peu près 1 heure qu'on parle. Je vais précisément utiliser cette information. Je vais être honnête. Je suis peut-être un nerd de finance, ça j'en sais rien, mais je trouve ça passionnant et j'ai pas l'impression que tu as été particulièrement long ou moi particulièrement neuneux. J'ai l'impression que si on veut aller dans le fond de la compréhension de l'outil BSPCE, ok, ça se fait pas en 2 minutes 30. On a besoin de comprendre un petit peu comment ça marche. Pareil, je vais juste utiliser un petit chemin de traverse. Vous avez l'impression qu'on a été un tout petit peu jargonneux en termes de mots financiers, le vesting, le machin, les trucs comme ça. Pas tant que ça. C'est-à-dire, on fait gaffe, et je note, Alexandre, que tu as utilisé des équivalents français à chaque fois, et je trouve que c'est vraiment magnifique. Mais pourquoi est-ce que j'attire votre attention là-dessus ? Parce que je serais ravi d'avoir ton avis là-dessus, et ça me dérange pas qu'on fasse un épisode qui est un chouïa plus long pour parler du sentiment qu'on a par rapport au BSPCE, mais je vais partager le mien. À partir du moment où là, dans l'épisode du Human Factor avec Alexandre, qui est un expert, on prend une petite heure pour rentrer en détail sur comment ça marche, et moi, il y a des choses que je ne connaissais pas, je vais pas faire semblant. Ce que ça veut dire, c'est que les BSPCE sont conditionnés à une forme de pédagogie, forcément.
On ne peut pas faire sans ça. Parce que sans ça, on loupe les petites lignes. Sans ça, ça devient bon, bah tiens, voilà, t'as 10 000 balles et imagine la boîte, elle explose, et bah t'exploseras avec et tout. Fin d'hier, on se tape dans la main et c'est bon. Non, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Je vais pas dire compliqué, c'est nuancé. Ça a des conditions de vesting, ça a des conditions sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que quand il y a un tour de table, bah, ça veut dire automatiquement qu'il va y avoir une possibilité de revendre ses actions? Pas nécessairement. Est-ce que j'ai une place de marché interne, externe? Oui, je sais pas. Et donc, c'est aussi pour ça que ta boîte existe, hein, que existe Ecofy, entre autres choses, pour rendre ça intelligible. Et allez, je jette un petit pavé dans la mare à 1h04, ça va. Peut-être qu'il y a moins de gens qui écoutent, mais je pense qu'une des raisons qui fait qu'il y a un espèce de débat très fort en France sur très fort à échelle, hein, sur les BSPCE, c'est lié avant tout au fait que culturellement en France, on n'est pas très fort en culture financière. Il y a des pays où c'est pas le cas. Vous allez en Suisse, moi je passe la moitié de mon temps en Suisse. En Suisse, je vais faire un truc très simple, hein. L'immobilier, c'est super chiant. Et donc, dès qu'on a un petit peu de patrimoine, on achète des actions. Donc, ce que ça veut dire, c'est que n'importe quel employé de Suisse sait comment ça marche, l'équivalent d'un PEA, les actions, à quel risque on s'expose, etc. En France, quand on a un petit peu d'argent, on achète un investissement locatif. J'ai aucun jugement là-dessus, c'est pas important. Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où on parle de BSPCE à des salariés qui donc peut-être culturellement en France n'ont pas été particulièrement exposés à ce que ça veut dire la finance globalement, et donc d'acheter des actions, des choses comme ça, ça va très 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 vite d'avoir des quiproquos de cinglés où on se dit attends quoi, tu vas me demander de te mettre 10 000 balles là? Bah oui, il va falloir les acheter tes actions. Enfin, t'es pas obligé. Quoi? Mais du coup, tu m'avais pas dit que là. Et donc, tu es en train de me dire que je peux pas les revendre ces trucs-là. Bah, tu peux les revendre comme moi, fondateur, au moment où il y a un moment où on peut les revendre. Ah ouais, mais c'est dégueulasse. Bah, c'est pas que c'est dégueulasse, c'est que c'est fichu comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour de la culture française où on peut pas partir du principe qu'on a une éducation financière qui est très forte au démarrage culturel et que c'est donc très important du côté des founders, des DRH et des salariés de monter en compétences ou en connaissances juste à ce niveau-là pour être sûr de bien maîtriser ce que ça veut dire, ce que vous signez. Et alors, complètement. Et que c'est, tu vois, c'est le terme que j'utilisais pour l'animation. Ça commence en effet par un briefing très clair lors des campagnes d'attribution. J'ai en tête, par exemple, une boîte que j'adore, Evaneos. Je ne sais pas si tu as reçu dans le podcast Claire Degueil. Ouais, un plaisir. Voilà, une femme fantastique avec laquelle j'ai eu la chance de faire du ski de rando. Elle a une sacrée caisse, je te rassure. Et à côté de ça, elle a eu une démarche pour expliquer justement les BSPCE au sein de cette boîte qui a été très fortement impactée par le Covid et qui a montré la force de sa culture dans cette période difficile et à quel point sa communauté de collaborateurs se sont sentis engagés et à quel point ceux qui ont été amenés à partir ont exercer leur BSPCE, convaincus que cette boîte avait un avenir doré qui l'attendait. Et une des raisons qu'il explique, c'est que cette culture s'est traduite pour les BSPCE par des séances de présentation ultra détaillées qui parfois duraient 2-3 heures avec des slides très clairs. Il y avait bien sûr le jargon juridique, mais qui était accompagné de documents beaucoup plus pédagogiques. De façon à ce que vraiment les salariés ont le sentiment qu'on ne leur a rien caché, les belles comme les choses les plus complexes. Oui, il y a des choses dans les BSPCE qui ne sont pas que des cadeaux. On va maîtriser l'actionnariat, on va faire en sorte que si jamais ça se passe mal avec un salarié, on va pas mettre en risque le collège actionnarial. Il y a des choses, des dispositions de contrôle, des garde-fous. Et c'est normal, ne pas l'avoir serait pas responsable de la part des dirigeants et des fondateurs de la boîte. Et ça, il les explique, il l'avait très bien expliqué lors d'une présentation que j'ai eu la chance d'assister. Et ce qui a, je pense, s'est traduit derrière par un fort sentiment d'adhésion à la boîte et une sorte de confort dans la décision d'investissement qu'ont été amenés à faire certains salariés lors de leur départ. Et voilà. Et autre chose que je rajouterais, et après je te laisserai conclure sur peut-être des recommandations pour les opérateurs, opératrices, enfin donc les entrepreneurs, les DRH, les personnes, les DAF qui pilotent ce genre de choses. Il y a un autre point et je peux pas dire que je suis content de ça parce que je pense évidemment à toutes les personnes impactées par ça, mais ça vous a pas échappé, même si le terme n'est pas forcément
j'allais dire, officielle, ça ressemble un peu à une récession, la période économique dans laquelle on rentre. En tout cas, c'est un retournement de marché, ça c'est sûr. Et ça a un impact qui est évidemment très fort pour la French Tech parce que une grosse majorité de la French Tech n'a vécu qu'en marché haussier. Et donc, ça veut dire que c'est une période de pilotage qu'on ne connaît pas, qui est terra incognita pour beaucoup de VC, beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de monde. Et ce que je trouve intéressant, c'est que une partie des incompréhensions ou du côté déceptif, même si je peux utiliser le terme, qui peut vivre autour des BSPCE, vient de l'exubérance de marché qui va avec les marchés haussiers, particulièrement dans le capital risque et dans la French Tech. Dit autrement, je donne juste un chiffre, si c'est faux, tu me corrigeras, mais en tout cas, c'est celui que je connais. On a 29 licornes, un truc comme ça, dans la French Tech, donc des boîtes qui sont valorisées à plus de 1 milliard. On le redit, valoriser, ça veut dire que c'est un chiffre qu'on donne, un prix, quelque part. À ma connaissance, il n'y a pas eu un seul exit à plus d'1 milliard en France. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui n'a réalisé un gain en exit, en IPO, je ne sais pas, en France, à plus d'1 milliard. Autre variante de la même chose, c'est juste des chiffres un peu qui sont semi-exacts. Donc, c'est vraiment des ordres de grandeur. Je crois que la licence Star Wars a été rachetée par Disney à 4 ou 5 milliards, un truc comme ça. Et l'affaire Crédit Suisse UBS, comment ça s'est soldé ? C'était une revente à quoi ? 2 ou 3 milliards, un truc comme ça ? Voilà. Donc ce que ça veut dire, c'est que quand on dit Doctolib vaut je sais pas combien, c'est très virtuel jusqu'à ce que ce soit vrai. Et que donc, l'exubérance de se dire... je caricature, mais le Bitcoin va monter à 1 million, t'imagines ma poussière de Bitcoin, comment elle va valoir ? Oui, peut-être, mais le mot-clé, c'est peut-être. Ça reste de la spéculation, tout ça. Et là, on rentre dans une phase de vie économique qui va peut-être être un peu moins exubérante, un peu plus pied sur terre. Peut-être qu'on va valoriser les centaures, donc des boîtes qui ont un chiffre d'affaires très élevé versus des boîtes qui sont valorisées beaucoup. Et peut-être que ça va juste rebattre les cartes et les BSPCE seront un outil qui auront toujours autant d'intérêt pour incentiver les salariés les plus engagés à construire la boîte, mais peut-être avec moins de promesses d'argent rapide et facile comme peut exister dans les bulles, on va dire les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que clairement, on a eu des excès d'un côté, mais j'allais dire, faut pas jeter bébé avec l'eau du bain. Clairement, on a eu des excès dans les valorisations, dans les montants de financement. Mais tu sais, il y a plusieurs exemples qui, malgré tout, méritent d'être à l'esprit quand on essaie d'analyser la pertinence de certaines valorisations qu'on voyait en termes aussi bien de levée de fonds que de valorisation. On parlait à un moment pas mal de Tesla, la valo de Tesla, les tours de financement de dingue. Porsche, quand ils ont décidé de créer la branche voiture électrique, je crois que le montant total de leur investissement, c'est 4 milliards. C'est-à-dire que s'ils avaient décidé d'externaliser ça, ils auraient créé une start-up, ils auraient dit « Ok les gars, on va trouver quelques ingénieurs, on va séparer ça pour pas que ça reste dans l'inertie de notre groupe. Nous, dans le groupe, on va être focalisé sur les moteurs thermiques, on va créer une petite branche venture dans laquelle eux, ils vont essayer d'explorer des nouvelles hypothèses d'innovation technologique autour de l'électrique et tout ça. On va y mettre 4 milliards. » En fait, dans les startups, il faut comprendre que c'est une façon de créer de l'innovation dans des schémas organisationnels différents, mais que dans les corporates, ils investissent d'énormes montants également, parfois avec plus d'efficience parce qu'ils ont des synergies, parce qu'ils ont des talents également. Et il ne faut pas juste opposer les deux mondes. On a tous été assez ahuris par l'histoire Sorare, qui a réussi à faire des tours de financement assez dingues, à lever quasiment 500 millions. Je veux pas dire d'ânerie, mais à l'époque, on m'avait fait remarquer que la Française des Jeux, donc qui n'est pas, on s'imagine, le groupe le plus innovant, en fait, derrière, investirait entre 500 et 700 millions d'euros par an dans de la recherche et développement. C'est-à-dire des gens qui passent du temps à regarder un peu les nouveaux jeux, les comportements et autres. Sorare, c'est 500 millions lors de la levée, et elle le fait sur plus d'un an. Alors, certes, c'est une organisation qui à l'époque très intéressant comme remise en perspective. Avait 20 personnes peut-être, donc c'est dur que ça. Mais c'est juste des schémas organisationnels différents et certains, du fait du fonctionnement de l'être humain, sont plus optimums à créer de l'innovation parce qu'il y a moins de contraintes, il y a moins d'inertie, il y a plein de raisons opérationnelles. Et voilà, donc
Aujourd'hui, certes, on connaît un peu une remise à plat des valorisations de certains excès qu'on a eus, mais il ne faut pas penser non plus que cette valorisation dont on parle repose sur rien et que ce n'est que du vent. Opposé start-up dans lequel c'est que du bullshit, oui, il y a des gens qui sont sûrement beaucoup trop parlés, oui, il y a des boîtes qui ont été survalorisées et que, vu comment se font les tours de financement, il y a un instinct un peu grégaire, les VC, il y a le premier qui tire, après tout le monde qui suit. Oui, ils ont... Voilà, je veux pas critiquer les Avengers, mais c'est certain que c'est souvent la loi des puissances qui s'applique à fond, un deal dans lequel un fort y va, tout le monde suit, et voilà. Mais il reste quand même des fondamentaux où l'innovation a de la valeur et elle peut se créer soit dans des petites organisations, soit des grands corporates, mais on parle de même échelle de grandeur. Donc aujourd'hui, certes, il y a une remise à plat, mais il faut pas penser qu'avant, il y avait que des excès. Oui, tout à fait. Et merci beaucoup pour cette équilibrage, cet affinage des potards, on va dire, parce que je pense que c'est un des messages clés qu'on fait passer. C'est cliché dit comme ça, mais c'est rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, c'est gris, il y a des curseurs, et faut juste maîtriser entre guillemets l'outil d'un côté et de l'autre plutôt que de le fantasmer. Pour le coup, du coup, de manière très concrète, si tu avais quelques conseils que tu donnerais aux entrepreneurs, aux opérateurs, évidemment, moi, je vous conseille de contacter Equify et Alexandre pour travailler avec, parce qu'il ne le dira pas peut-être avec beaucoup de pudeur, moi je le fais. Mais qu'est-ce qu'on conseille pour justement utiliser les BSPCE de la meilleure manière possible ? Il y a 2 conseils. Le premier, c'est vraiment d'essayer de poser l'équation de tes BSPCE, c'est-à-dire mettre bout à bout l'ensemble de ces composantes qu'on a évoquées tout à l'heure pour essayer de comprendre la vraie valeur de ces BSPCE. Il y a la quantité, la durée des vesting, la période d'exercice en cas de départ et les perspectives de liquidité. Il faut vraiment prendre notamment ces 2 dernières composantes pour vraiment mesurer quelle perspective de gain on offre à ses collaborateurs. Il faut vraiment essayer de l'analyser de la façon la plus objective qui soit et assumer derrière la communication. Il y a très bien des BSPCE qui disent « Nous les gars, ça ne vaudra rien tant qu'on n'a pas atteint un exit, genre ça s'entend complètement. » C'est totalement légitime de dire, voilà, nous, nos BSPCE, c'est les gens qui sont là, au moment où on arrive à faire quelque chose, c'est là où c'est le jackpot pour tout le monde. Avant, c'est que du conditionnel, ça ne vaut rien avant. Et je veux dire, c'est pas moins bien, c'est pas mieux, je trouve, une façon que c'est assumé et clair, au moins les salariés savent à quoi s'y tenir et ils agissent en conséquence. Mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de laisser du flou. Donc, le premier conseil, c'est vraiment de poser l'ensemble de cette équation et de voir ce qu'on veut vraiment proposer à ces équipes. Et le deuxième conseil, c'est vraiment de chercher à rendre la plus ludique et interactive la communication et l'information autour des BSPCE. Surcommuniquer, on ne communiquera jamais assez sur les BSPCE. Il y a plein de pratiques, par exemple, la pratique des peers. On peut avoir des collaborateurs qui viennent le buddy d'un nouveau collaborateur pour lui expliquer les BSPCE. On peut avoir des ambassadeurs des BSPCE au sein des équipes pour qu'il y ait des référents, que tout remonte pas au RH, ou parfois c'est toujours un peu compliqué. Créer ces buddy equity au sein des boîtes, ça permet de rendre l'information plus accessible. Après, utiliser des outils modernes pour pouvoir les gérer efficacement et offrir des interfaces intéressantes pour leurs salariés, c'est aussi un troisième conseil, mais comme tu l'as dit, je ne vais pas en parler. Voilà. Ok. Bah écoutez, vous avez entendu, vous êtes arrivé jusque-là, vous l'avez compris. Étape 1, on pose l'équation pour déjà comprendre soi-même qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on est en train de promettre. Et je te rejoins, je disais une petite boutade à propos de Bitcoin, moi j'ai plutôt de la tendresse pour le milieu des cryptos, mais ça va vite quand on pose pas le calcul de se fantasmer riche à millions, alors que quand on pose le calcul en disant bon alors là tu as des BSPCE qui te permettent d'exercer des actions où tu les achètes à tel prix, donc tu devrais mettre 5000 balles sur la table et 5000 balles dans un scénario qui est pas tout à fait déconnant. Si on prend le marché, ça voudrait dire que tu récupères 50 000. C'est incroyable déjà, mais en plus de ça, ça a le mérite de rendre le truc j'allais dire non fantasmé, pour reprendre le terme qu'on disait tout à l'heure. Si vous voulez aller jusqu'au bout, vous expliquez la fiscalité qui va derrière, parce que bon, mais ça on va pas rentrer là-dedans, c'est encore un autre sujet. Et puis bon, je pense que vous imaginez bien que ce n'est pas. C'est 30%. Voilà, 30%, flat tax, comme n'importe quelle action. Je ne savais pas, mais maintenant je le sais. C'est 30% si le salarié est resté au moins 3 ans dans la boîte. Sinon, voilà, comme ça on le sait. Quelque chose.
Étape 2, on surcommunique, on pédagogise, on en parle encore et encore, on fait tout ce qu'on peut faire pour que cette information clé soit la plus comprise. Étape 3, on va sur equify.eu et on appelle Alexandre pour, j'allais dire, commencer à évaluer l'intérêt de travailler là-dessus. Je ne suis pas sponsorisé par Alexandre, c'est juste que je trouve que c'est très bien et que je pense que c'est un formidable boulot que vous faites sur cette verticale très précise et ça serait dommage de ne pas en parler. Attends, j'ai peut-être un petit golden nuggets à lâcher. Aujourd'hui, dans le nouveau contexte... Moins 30% avec le code Yaniro 30. Vas-y, excuse-moi. Non, c'est aujourd'hui, dans le nouveau contexte de marché, où pour des raisons macro, certaines boîtes n'ont pas la même valorisation, sans que ça soit lié à leur performance opérationnelle interne. En fait, ça peut être pertinent de faire ce qu'on appelle un reset des plans d'intéressement. Dire, OK, on a fait des plans dans le passé qui ont été liés à la valorisation de la boîte dans un certain contexte. Cette valorisation, elle a changé. Et aujourd'hui, pour des raisons externes, elle est plus faible. Et c'est assumé. Et dans ces cas-là, en fait, il peut être intéressant, notamment pour les BSPCE, de proposer aux salariés d'annuler ses anciennes attributions et lui en faire des nouvelles à un prix qui reflète la valeur actuelle de la boîte au regard de ce nouvel environnement. Parce que l'avantage des dispositifs BSPCE, c'est qu'il n'y a pas de conditions de détention. Je veux dire par là que, en un sens, s'il n'y avait pas le vesting est conventionnel. Il n'y a pas dans la loi une disposition qui prévoit que la personne qui reçoit les BSPCE doit les conserver un certain temps avant de pouvoir les exercer ou autre. Donc, dans le cas où une personne a des équipes ont déjà eu des BSPCE depuis 1, 2, 3, 4 ans, on peut très bien refaire une attribution sous réserve que les anciennes soient renoncées par les salariés, ils y renoncent, et répliquer les mêmes droits, mais par contre un nouveau prix d'exercice qui reflète la valeur de la boîte aujourd'hui. L'avantage que ça fait, c'est que les salariés, se retrouvent motivés, alors que avant, on fait du prix d'exercice de leur BSPCE, pour certains, ça rendait assez, on va dire, plus qu'aléatoire la réalisation de plus-value, et il est possible vraiment de les remettre dans la même situation que la situation qu'ils étaient avant avec leurs anciens BSPCE au niveau de l'historique. Répliquer le même vesting en le faisant courir à compter de la date à laquelle il avait courir l'ancien calendrier d'acquisition des précédents BSPCE renoncés. Et ainsi, ces opérations de reset qui sont assez communes dans les boîtes anglo-saxonnes, on a vu Checkout, Instacart, plus récemment Stripe qui l'ont fait. Et en France, on le voit de plus en plus parmi nos clients, mais c'est encore trop rare. Ok, bah c'est bien noté, le golden nugget de fin est bien passé. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview, on a quelques petites questions rituelles que tu connais bien. Où est-ce qu'on te retrouve à part equify.eu pour l'entreprise? Toi, on te retrouve où? Le plus simple, c'est LinkedIn. LinkedIn. Alexandre.Léger-Catarini. Yes. Ensuite, est-ce que tu as un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs, auditrices sur pas nécessairement le sujet des BSPCE, enfin que alors, carte blanche. Le classique, alors j'ai 2 bouquins. Le classique de management, moi, qui m'avait beaucoup aidé, c'est I Output Management de Andrew Groove, l'ancien CEO d'Intel, qui je trouve a vraiment le don d'avoir posé des frameworks de management très clairs. Et pour moi, qui est un ancien avocat, où en toute franchise, c'est pas forcément le fort des cabinets d'avocats de développer des compétences de management, c'est plutôt monte ou crève. Et moi, c'est un bouquin qui m'a beaucoup aidé. Et plus récemment, j'ai lu un livre, alors je suis assez livre d'aventure, Endurance, de Alfred Lensing, qui donc c'est un aventurier qui en 1914 a fait une exploration dans l'Antarctique et qui s'est retrouvé avec son bateau coincé dans la neige pendant plus d'une année, et qui décrit comment avec son équipe, il est resté soudé, il a réussi à partir et rentrer avec toute son équipe, et comment il a su maintenir le moral de ses troupes pendant toute la période et faire en sorte qu'il garde une solidarité forte entre chacun. Et c'est vraiment une très belle histoire et qui est vraiment une forte source d'inspiration. Super, merci. Et enfin, qui est-ce que tu nommes pour un prochain épisode du podcast? Si tu étais à ma place, qui est-ce que tu aimerais recevoir? Celui qu'on a évoqué tout à l'heure, qui je pourrais partager sa vision de l'actionnaire salarié qui est assez singulière, Gilles Sadger,
qui a vraiment réussi à mettre en place une très belle culture et un engagement très fort. C'est marrant parce que lui n'utilise donc pas des BSPCE, hein, les salariés achètent des actions le jour où on leur permet d'en acheter, et ça crée une dynamique très forte de groupe, j'allais dire presque de meute, et qui fait que tu as un noyau de collaborateurs très soudés, qui fait que cette boîte, à mon avis, a un brillant avenir qui les attend. Gilles, de deux choses l'une, au moment où Alexandre doit réfléchir en profondeur sur qui est la personne qu'on doit inviter, c'est à toi qu'on pense. Et de deux, tu es bien évidemment le bienvenu sur le podcast du Human Factor de Yaniro pour parler de ce sujet ou d'un autre si tu préfères. Mais en tout cas, moi, ça attire très très largement ma curiosité. Merci Alexandre pour cette masterclass. C'était un vrai plaisir. Écoute, je te dis à la prochaine et puis le meilleur pour la suite. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yaniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin.